Bonjour à tous. Je vais donc vous parler de la naissance de l'un des deux premiers grands romans chinois. Vous êtes gâtés aujourd'hui puisque je vais vous parler d'un grand roman et notre ami et collègue Vincent Durand-Dasté va vous parler du second dans un instant. Donc, la naissance des grands romans classiques. On va, pour les collègues qui ne sont pas spécialistes d'études de l'Asie orientale, donner un petit repère chronologique pour nous situer dans un moment de l'histoire chinoise qui est très important pour la naissance des littératures, disons des littératures de récits, romans, théâtre et autres. Au XIIe, XIIIe siècle, la Chine est divisée en deux, avec la dynastie des Song au sud, une dynastie étrangère au nord. En 1279, l'ensemble de la Chine est conquise au terme du siècle de conquête mongole. Et nous avons donc ce moment important pour nous, 1279 à 1368, la Chine entière sous domination étrangère, et 1368, fondation des Ming. Ce moment est important pour nous placer chronologiquement, puisque c'est dans cette période du XIVe siècle que vont apparaître, que vont être donc créés les deux premiers grands romans longs d'importance absolument considérable pour la postérité, qui sont des véritables textes fondateurs de la littérature chinoise, donc le Sanguoyeni, le roman des trois royaumes dont je vais vous parler aujourd'hui, et le Shuihujuan, au bord de l'eau. Alors ces grands romans qui apparaissent au XIVe siècle déjà très constitués ne sont pas sortis comme ça, tout armés de la cuisse de Jupiter. Ils viennent de tout un contexte dans lequel il y a déjà toute une littérature d'imagination qui comporte divers types de récits, des récits dits en langue simple, des chants de fables par lesquels on raconte des histoires historiques à destination de nouveaux publics, quelquefois dans des belles éditions illustrées, avec l'usage, je vais y revenir abondamment tout à l'heure, de la langue vernaculaire. Nous avons également un moment historique ici de grande importance, qui est celui de la naissance du théâtre en Chine, qui apparaît dans ces siècles-là. Alors, une question qui a souvent été évoquée ce matin et qui me préoccupe et qui nous préoccupe tous, c'est la question importante de la langue. Ces genres que je viens d'évoquer rapidement, ces récits, ces pièces de théâtre, ces grands romans, impliquent la question de la langue. Qu'est-ce que l'on peut dire de la question de la langue écrite dans ces siècles-là? Nous sommes clairement en Chine dans un moment qui est celui d'un état de diglossie. Un état de diglossie avec une langue haute et une langue basse, dans le sens où l'entend Charles Ferguson dans son texte fondateur sur cette question-là, autour donc en Chine de l'existence fondamentalement de deux grands registres, qui est ce qu'on en appelle d'un côté le chinois classique et de l'autre la langue vulgaire, pour lesquels nous avons des textes, la langue vulgaire, nous avons des textes qui sont attestés dès l'époque des Tang. Je précise pour les non-sinologues, pour les personnes qui ne sont vraiment pas familières avec les études d'Asie orientale, que quand je dis qu'il y a chinois classique et langue classique et langue vulgaire, il s'agit on utilise bien les mêmes caractères chinois, mais donc l'écriture elle-même n'est pas ce qui change, mais ce sont les usages de l'écriture qui changent. On a des différences, il est facile de reconnaître au premier coup d'œil un texte en chinois classique. Et quand je dis chinois classique, on va voir qu'il n'y a pas qu'un chinois classique, d'un texte en chinois vulgaire pour lequel il n'y a pas non plus un seul chinois vulgaire ou vernaculaire, bien sûr. Il y a des caractéristiques syntaxiques, il y a des caractéristiques de lexique qui sont bien sûr impliquées dans cette différenciation. Cette présence de la diglossie, donc, qui est un grand sujet, a des causes sociales. Il y a eu depuis l'époque des Song une évolution sociale qui a diversifié la société, qui l'a fait énormément évoluer et qui a amené à l'émergence de nouveaux lectorats. Il y a également des besoins éducatifs.
il y a le développement d'arts de spectacle, comme ceux des conteurs, ou bien encore ceux du théâtre. Mais la diglossie n'installe pas nécessairement une dichotomie d'écriture entre langue classique et langue vulgaire, et c'est là que mon sujet va s'inscrire. C'est pas, les choses ne marchent pas si simplement, n'est-ce pas? Les Chinois sont conscients à un moment qu'ils écrivent une langue que nous appelons le chinois classique, qui est différente de celle qu'ils parlent, mais dans aucun contexte culturel où on se met à avoir conscience de ça, les lettrés un jour ne s'asseyent en se disant « Ah ben c'est formidable, on va tout écrire ce qui était en langue classique, on va tout écrire ça en langue vernaculaire pour l'éducation du bon peuple. » C'est pas comme ça qu'on va le faire. On va voir cette diglossie jouer à des niveaux très variés, très divers, et c'est ce que je vais essayer de développer devant vous. Alors d'abord, dans la tradition chinoise, il y a depuis longtemps, dans le domaine même des lettrés chinois qui écrivent en chinois classique, un besoin de resémantiser l'héritage textuel. On a parlé à l'instant de commentaires. Il y a à toute époque, à l'époque médiévale, un besoin de resémantiser les textes hérités des temps anciens. L'un de mes collègues, Stéphane Feuillat, travaillant sur Kongyingda, un très grand commentateur des classiques, ce collègue estime qu'il y a dans un des commentaires très très importants qui va devenir totalement cardinal dans ce qu'on appellera les éditions des 13 classiques, donc d'un philosophe appelé Kongyingda, il y a ce qu'il identifie comme étant des traductions intralinguales. L'idée est présente depuis longtemps que la parole des sages s'érode, qu'elle a besoin d'être retraduite dans une langue actualisée, voire dans la langue d'aujourd'hui. Prenons une préface d'un texte qui nous dit ceci: les anciens disaient « Les choses sont aisées quand les personnes sont là, malaisées quand elles ne le sont point ». Je vous présente ces explications, donc c'est la préface à un texte où il fait ça justement. Je vous présente ces explications dans l'espérance qu'elles vous toucheront malgré la distance, et même quand on ne sera plus depuis longtemps, comme si nous nous rencontrions face à face. Ayant à l'esprit les étudiants des temps futurs, les mots ici ne se perdront pas en complications. Donc il y a dans la culture lettrée même le besoin de refonder le sens du patrimoine ancien pour des temps nouveaux. Il y a le souci de transmettre la parole des sages, il y a un souci important qui est la transmission du sens de l'histoire, comment rendre possible aujourd'hui, dans un contexte historique différent, cette parole de l'histoire. C'est quelque chose également qu'on trouve, il y a des nombreux collègues beaucoup plus informés que moi sur la question, quelque chose qui importe évidemment beaucoup pour la culture religieuse et la transmission de la parole sacrée. Et donc, alors que nous ne parlons plus, c'est une question proprement linguistique, alors que nous ne parlons plus la langue des anciens, comment faire pour transmettre leur message? Alors, il y a quelque chose là dont beaucoup de philosophes, en fait, ont été conscients et dont ils ont fait état dans leurs propres leçons. Et je pense à un philosophe important de l'époque des Song, le plus important sans doute, qui est Zhu Xi, 1130-1200, qui, dans ses leçons qui ont été, nous dit-on, recueillies par ses disciples, nous dit même directement, il ne s'agit pas que de lire les anciens dans le texte, il est indispensable d'être capable de se les expliquer dans son fort intérieur au moyen de la langue vernaculaire. Et ça ne marche qu'à ce titre-là. Et lui-même s'exprime dans les leçons que ses disciples ont réunies et compilées, lui-même s'exprime en langue vernaculaire, bien souvent, avec beaucoup de mots qui ressemblent tout à fait d'ailleurs à la langue d'aujourd'hui. Donc c'est pas seulement, il y a un aspect philosophique, et il y a un aspect aussi proprement, simplement linguistique, n'est-ce pas? La langue des anciens, nous ne la comprenons plus. Il y a alors une activité de commentaire qui vise à faire parler un autre texte pour ressusciter son sens. C'est quelque chose qui est, je viens de le dire, pertinent dans la culture lettrée, mais c'est quelque chose qui va être évidemment dans la culture liée à l'apparition de nouveaux publics. Ça va être en tout cas tout aussi crucial. La littérature narrative
et les recréations historiques vont être travaillées très profondément par des questions de langue, par des questions de réécriture, par des questions de traduction intralinguale, et ceci est présent également dans la culture, c'est présent dans la culture écrite, tout comme dans la culture orale, avec des récits de conteurs, hein, des pièces de théâtre qui vont nous raconter par exemple l'histoire ancienne, dans la culture écrite également au niveau de l'activité d'édition. C'est quelque chose de très important. Voilà un petit commentaire figurant là encore dans une préface destinée à un jeune public féminin. Voilà. Ce sont des histoires de femmes exemplaires destinées donc à la lecture d'un jeune public féminin. C'est un texte ancien puisqu'il date des Han. Et il s'agit de le commenter dans cette édition. Et on nous dira, la profondeur du contenu et la concision du style sont telles que déjà le texte est obscur, même pour des maîtres aguerris et blanchis sous le harnais. Combien plus pour de tendres demoiselles, pour des jeunes filles aux cheveux encore épars, qui, quand elles sauraient lire les caractères, seraient bien en peine de percer le sens profond du texte, etc. Prendre le texte là où le sens est profond et déployer celui-ci pour le rendre plus superficiel, et là où le texte est concis, le dérouler pour en détailler toutes les finesses. Voilà des conseils de lecture. Et vous trouvez dans ce passage-là deux mots qui vont beaucoup m'importer, I, le sens, le premier caractère en rouge, et ien, le déploiement du sens. Ces deux caractères, vous les retrouvez dans le titre de notre grand roman, le Sangwo Yenni. Le Sangwo Yenni, qu'on traduit classiquement par le roman des trois royaumes. Juste quelques mots très 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 rapidement pour celles et ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas. C'est très mal, hein, si c'est le cas. Il faut absolument que vous vous procuriez les traductions existantes. Donc c'est cette grand récit épique qui se place... alors théoriquement, les trois royaumes commencent en 220, mais l'essentiel, 90% du récit, se passe en fait dans les 20 années qui précèdent la tripartition de la Chine, au moment où s'effondre la dynastie des Han, 4 fois centenaire, donc dans des guerres sans fin, avec une galerie de portraits absolument époustouflante, ébouriffante. C'est donc un récit placé véritablement dans l'histoire, qui se veut, en fait, à l'origine, qui se veut la réécriture d'une chronique historique qui s'appelle le Sangwo-je, la chronique des trois royaumes. C'est un petit peu plus compliqué que ça, j'y reviens tout à l'heure. En tout cas, il y a à l'époque médiévale ce texte historique, et voilà un roman, un récit qui se présente comme un déploiement, une explicitation, une réécriture de cette première matière. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce mot de yenni qui figure dans son titre, c'est l'élaboration. Yenni veut dire littéralement l'élaboration du sens, l'exposition du sens, l'explicitation, le déploiement, l'expansion, etc. Vulgarisation aussi au sens où ça rend le texte moins dense, ça rend le texte moins opaque, ça rend le texte plus transparent, plus facile à comprendre. La première édition que nous ayons conservée de ce texte, qui date de 1522, est même intitulée Sangwo-je Tongsu Yenni. C'est le yenni, hein, l'élaboration du sens en langue vulgaire, nous dit-on, ou plus exactement accessible au vulgaire. J'aurais dû mettre plutôt accessible au vulgaire qu'en langue vulgaire, des trois royaumes, puisque nous allons voir justement cette question de la langue tout à l'heure. Alors, arrêtons-nous un moment, si vous le voulez bien. Comme dit le conteur chinois Hua Fen Liang Tou, hein, ici l'histoire bifurque, nous laissons un tout petit moment nos trois royaumes mijotés dans leur coin, et voyons ce mot de yenni. Hein, le yenni est un mot qui désigne des romans longs, subdivisés en chapitres. Quand je dis long, c'est quelquefois très long, autour de 100 chapitres, hein, très classiquement, voire plus, et c'est de préférence sur des thèmes historiques. Nous en avons un grand nombre d'exemples depuis le XIVe siècle jusque beaucoup plus tard, XVIIe siècle. Ils sont tous historiques, hein. Sans doute parmi les plus connus, nous avons le Fengshen Yenni, hein, l'investiture des dieux, une histoire placée dans l'Antiquité, ou bien un roman très intéressant, le Sanbao Taijian Xiaxiang Yenni, hein, l'histoire du grand amiral de la flotte des Ming, le Nukjung He, parti vers les mers
de l'Ouest. Là. Enfin bref, il y a un grand nombre de ces textes. Donc on est bien d'accord que Yenni égale roman, voire même conte en général, puisqu'on verra même utiliser ce mot pour désigner même des genres courts. C'est un équivalent de xiaoshuo, hein, le roman. Pourtant, Yenni, qui peut s'écrire de deux façons, avec ces deux graphies différentes et qui sont à peu de choses près équivalentes, en fait, on ne va pas entrer dans le détail, désigne à l'origine un type de texte très différent. Un Yenni, alors il s'agit là d'une famille de textes qui n'est pas très connue, qui n'est pas beaucoup étudiée encore aujourd'hui, parce que c'est un petit peu dédaigné, parce que c'est peu connu et ça n'est pas considéré souvent comme important. Et je pense qu'il est crucial pour la compréhension de la naissance du roman en Chine, de comprendre mieux ce contexte des Yenni. Les Yenni désignent des éditions commentées, avec des commentaires ligne à ligne qui ont été faits sous forme de paraphrase, voire de traduction intralinguale. Cela concerne des textes de nature assez différente, des textes littéraires, des textes philosophiques, des textes historiques, et c'est également lié à une évolution sociale qui est celle de la diffusion du savoir et de la popularisation de la lecture, avec l'ouverture de textes du patrimoine à de nouveaux lectorats. Ce contexte est important, j'ai parlé tout à l'heure de l'édition, donc c'est contemporain de la diffusion de l'imprimerie. Alors l'histoire des Yenni, en fait, elle reste assez largement à faire, mais elle est très très riche et on peut voir dans une liste comme ça qui n'est pas du tout exhaustive. Le mot Yenni apparaît dans des titres d'ouvrages dès l'époque des Tang, on va le trouver jusqu'au XVIIe siècle, et ce terme concerne des ouvrages de nature, de type très différent. Il y a des Yenni pour des tas de choses. Vous voyez par exemple, je ne sais pas si tu savais, Damien, qu'il y a un Chunqiu Yenni, n'est-ce pas? Nous pouvons lire les printemps et automnes sous forme de Yenni, de même que nous pouvons lire des classiques comme le Ta Xue, donc tout à fait philosophique. Nous avons dans cette liste-là des ouvrages d'histoire, un ouvrage de religion, n'est-ce pas, le premier titre, des ouvrages de philosophie, pas mal d'ouvrages de poésie, même de la pharmacopée, voire des instructions domestiques ou des textes destinés à l'éducation des femmes. Nous avons une grande variété de textes qui étaient destinés à faciliter la lecture. Je renvoie aux travaux de ma collègue Barbara Bisetto de Milano Bicocca, qui fait actuellement un travail tout à fait intéressant sur ce domaine-là, qui est l'une des rares à le conduire et qui récemment a fait une présentation dans laquelle elle a montré des exemples tirés du Tulu Yenni, le Yenni des poèmes du grand poète du 8e siècle Du Fu. Et voilà par exemple un petit exemple tiré d'un poète célèbre, un poème célèbre de Du Fu, Baidicheng Tui Gaolo, sur la plus haute tour de la citadelle de Baidicheng. Donc vous avez le vers 2, seul je me tiens debout sur la tour volante flottant, Tu Li Piao Miao Je Fei Lo. Et puis vous avez un commentaire, ainsi donc je me tiens debout sur cette tour volante comme flottant au milieu de l'espace, qui est en fait, vous voyez bien que c'est une paraphrase, c'est une sorte de retraduction qui va épandre le sens, toujours dans le but de simplement aider à la lecture. Ça n'est pas un commentaire, c'est vraiment une aide à la lecture. Et ce qui m'intéresse personnellement beaucoup, c'est énormément, parce que ça c'est un sujet qui aujourd'hui est beaucoup discuté dans les milieux disons, autour de la littérature et autres, qui est la notion de intralingual translation. On l'utilise plus en milieu sans doute anglophone actuellement que dans notre langue. Donc la traduction intralinguale, la reformulation intralinguale. Cette reformulation intralinguale peut exister dans un rapport langue classique vers langue classique, ou bien encore langue classique vers langue vulgaire. Mais ce qui va m'intéresser, moi, ici, ce qui m'intéresse aujourd'hui, avec le roman des Trois Royaumes, c'est dans le rapport langue classique. On peut se demander, mais pourquoi les Chinois ont-ils eu besoin de traduire la langue classique vers la langue classique? Il y a quand même une grande question que j'ai besoin de me poser, c'est pourquoi, quand un texte existe, et le professeur Suzuki évoquait ce matin la question, n'est-ce pas, on ne va pas nécessairement au texte d'origine, on va à ses sous-produits. Ça m'intéresse beaucoup. Et je crois que c'est au cœur de la question de ce qu'on appelle le texte fondateur. Il me semble, moi, une expression que j'ai, disons, j'appellerais, faute de mieux, l'attraction diglossique, c'est-à-dire une sorte de force
force d'attraction de la présence même de la diglossie existant en chinois entre classique et vulgaire, j'estime qu'il s'agit que cette présence reste prégnante, y compris dans le domaine de cultures qui sont écrites en chinois classique. Et je vous montrerai justement tout à l'heure des exemples et des illustrations de ceci. Il y a une présence implicite, toujours d'un autre niveau, sur lequel on pourrait développer le sens, c'est-à-dire de resémantiser la langue avec une volonté à chaque fois herméneutique et didactique. Je laisse ce fil narratif pour retourner à mon Sanguo Yeni. Donc c'est un Sanguo Yeni, c'est un Yeni au même titre, selon moi, que les autres textes, que les autres cas fort différents d'exposition du sens. On dit, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, il est attribué à un auteur qui s'appelle Luo Guanzhong, qu'on connaît assez peu, un auteur de théâtre, et ce texte, ce grand roman, qui dans sa version d'aujourd'hui fait 120 chapitres, qui dans sa version plus ancienne en faisait en fait 240, il y a eu plusieurs versions, est le remaniement de 4 textes historiques, la chronique, donc une histoire tout à fait officielle, ce qu'on appelle les histoires officielles, les chroniques officielles qui sont commanditées par les empereurs, donc la chronique des 3 royaumes, avec Chen Shou et Pei Songzhe, des auteurs bien connus de l'époque médiévale, également un autre texte important qui est l'histoire des Han postérieurs, et puis un texte dont Damien vient de parler à l'instant, de grande importance, le Zizhi Tongdian de Sima Guang, le miroir pénétrant pour aider au gouvernement, et un abrégé de celui-ci par le grand philosophe Zhu Xi. Cette œuvre combine à la fois de la réécriture, de la traduction intralinguale, avec beaucoup d'éléments importants provenant du monde de l'oralité, l'art des conteurs et le théâtre. Il y a un travail d'interprétation et de réinterprétation qui permet de combiner à la fois une relativement grande fidélité à la lettre, plus la création d'une signification historique complètement divergente. Le sens, le sens de l'histoire pour l'auteur du roman Sanguo Yeni n'est pas du tout le même sens que pour l'auteur de la chronique médiévale. Les mauvais deviennent les bons, les perdants sont ceux qui sont valorisés, etc. Il y a une relecture très différente qui provient donc d'une réinterprétation. Je ne vais pas entrer dans cette question-là, qui est un autre grand sujet relatif au roman des 3 royaumes, en me concentrant sur la question de la langue du Sanguo Yeni. On dit souvent que la langue du Sanguo Yeni est écrite dans un classique simplifié. Alors souvent, les commentaires sur la langue du Sanguo Yeni n'est pas très élogieuse, surtout comparé aux grands romans très colorés et beaucoup plus vernaculaires du bord de l'eau. Sans doute parce que justement, on est souvent peu capable de comprendre en quoi ce yeni se rattache aux autres types de yeni. En fait, la langue du Sanguo Yeni, c'est bien la langue des lectures accompagnées qui existent dans les autres types de yeni, pas du tout historiques ou sur quelques sujets que ce soit. Il y a une expansion cependant considérable du domaine des dialogues qui peuvent être en langue classique et de type théâtral, c'est-à-dire la langue classique souvent a la réputation d'être non audible parce qu'elle repose sur beaucoup trop de monosyllabes dans lesquelles il y a beaucoup de confusion possible. Mais on peut avoir une langue classique audible, elle est très présente au théâtre, et quand aujourd'hui, par exemple, on refait la dernière version télévisée qu'on a fait en feuilleton du roman des 3 royaumes, mais le texte qui est dit par les acteurs est pratiquement le texte que vous trouvez dans le livre du XIVe siècle. Il n'y a pratiquement pas de changement. Donc c'est une langue classique théâtralisée, une langue classique qui est effectivement ce qu'on appelle un classique simplifié. Il y a en fait également beaucoup d'éléments en langue vulgaire, et les parties dialoguées font partie du domaine de la langue vulgaire, même si le contenu des dialogues eux-mêmes n'est pas nécessairement écrit en langue vulgaire, mais on trouve des éléments de langue vulgaire. Donc il y a clairement dans ce texte une contamination, pour moi, ce que j'ai appelé l'attraction diglossique, une contamination de la langue classique par la langue vulgaire, et ceci dans le cadre de la langue classique. Je vais vous donner tout de suite un exemple en choisissant un tout petit, microscopique petit extrait. Donc le texte source qui vient
du texte médiéval, des Sangwozhi, donc de la chronique des trois royaumes, passage que l'on retrouve dans le chapitre 24 du Sanguoyeni. C'est un passage très très bref, donc à gauche le texte source, à droite le texte cible, qui est évidemment beaucoup plus long. Bref passage dans lequel un personnage, Tianfeng, propose à Yuan Shao d'attaquer Cao Cao, mais Yuan Shao, accaparé par la maladie de son jeune fils, refuse. Tianfeng, excédé et furieux, frappe sur le sol de sa canne et s'exclame que rater une telle occasion est vraiment trop dommage. Cao Cao, c'est le grand méchant, bien sûr. Voilà les différents types de retraitement du texte que l'on trouve. On peut trouver de la citation verbatim. Alors ça, c'est très important, ça. J'ai remarqué qu'il y a toujours un moment, même minimal, où vous avez des éléments du texte d'origine qui se retrouvent verbatim dans le texte cible, qu'il s'agisse du roman des Trois Royaumes ou d'autres cas, même des cas où l'écriture est complètement en langue vernaculaire. Il y a toujours une sorte de noyau irréductible, une sorte de signifiant fort, qu'on peut pas, qui est lié aussi à une culture de la réminiscence dans un monde du par cœur, de la culture par cœur, n'est-ce pas ? Par exemple, ici, c'est cet enfant malade, il va nous gâcher la vie. Là. Ou bien encore la rage de celui qui frappe le sol avec sa canne. Ces petits détails, ils sont cités tels quels. Il y a, pour les collègues qui ne sont pas dans nos domaines, il faut rappeler que le chinois est une langue qui se prête exceptionnellement bien à la citation verbatim en raison de son caractère invariable. Vous avez également de la traduction ou remplacement par quasi-synonyme qui souvent vise à rendre des mots qui sont en peu de syllabes, à les épandre un petit peu pour les rendre plus faciles à comprendre. Prenez exemple, ici à gauche, vous avez xi zai, comme c'est dommage, et vous avez ke tong xi zai en face, comme c'est douloureux et dommage. Ça dit exactement la même chose, mais ça devient polysyllabique. Et puis remplacement par des synonymes qui sont plus courants. Vous avez également des traductions qui sont amplifiées de divers types. Ici, vous avez par exemple une traduction dans laquelle un passage très 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 court dans le texte source devient plus épandu, n'est-ce pas ? Quels sont les avantages d'attaquer Cao Cao ? On va donner quelques arguments ici. Donc on rappelle, ici c'est pour évoquer des motivations, pour rappeler des éléments narratifs qui ont été placés plus haut dans le texte, n'est-ce pas ? Pour avoir un meilleur continuum narratif. Ou alors on a encore ce qui est très important et quelquefois assez amusant. Dans ce deuxième cas, vous avez Yuan Shao qui dit, n'est-ce pas, il ne veut pas parce que son fils est malade. Et puis on vous développe tout ça dans l'autre cas et on psychologise énormément. Il ne veut pas parce qu'en fait, alors il dit, oh je suis hésitant, Kong yu buli, j'ai peur que ce soit pas fast. Alors il devient hésitant et il devient en quelque sorte superstitieux et il devient le personnage, le Yuan Shao du roman, ce Yuan Shao qui n'est pas énormément caractérisé dans le texte d'origine, devient le grand exemple de personnage indécis, assez mollasson, assez bête, et qui va, à cause de ça, d'ailleurs, bientôt perdre une armée de, je crois, quelque chose comme 800 000 hommes qu'il va perdre. Enfin, c'est un abruti complet, n'est-ce pas ? Et là, on nous montre déjà, à travers cette petite amplification, un trait psychologique. Ou alors, on a encore un simple développement, poussu, pas vouloir. Il ne veut pas du tout envoyer ses armées. Donc, on nous épand un petit peu le texte. Ça, c'est vraiment du yen. On nous épand le texte, on nous le détend, on nous le déroule. On peut avoir également des ajouts. Dans le roman, il ne suffit pas qu'il frappe sur le sol avec sa canne, il va taper en plus du pied sur le sol, il va sortir en soupirant, bon ça c'est tout à fait de bonne guerre, et vous avez le grand Benet là, qui va dans sa mollesse se mettre à parler à quelqu'un d'autre, puisqu'il n'ose pas tenir tête à celui qui le met devant ses responsabilités. Vous voyez, ce qui importe, alors évidemment, si vous n'êtes pas cynisant, vous demandez où est le chinois, enfin, quelle est la différence entre ces deux chinois. Nous sommes dans les deux cas dans du chinois classique, c'est bien de la langue classique, la syntaxe, le domaine lexical, en gros, est celui, ou même fondamentalement, est celui de la langue classique, mais nous avons deux styles complètement différents. Nous avons vraiment un cas où il y a retraduction et besoin d'amplification. Vous allez également trouver un réaménagement des procédés narratifs, puisque dans le premier texte, vous avez du narrateur et partie dialoguée 1,
tandis que dans le deuxième cas, vous voyez, il y a narrateur et il y a des échanges de dialogue. Tout se fait en dialogue et devient beaucoup plus vivant. Ce style classique simplifié est parfois considéré comme une faiblesse du Sangoyeni par rapport à dans une comparaison avec le Shirujwan, mais dont on va nous parler dans un instant. Mais cette contemporanéité montre que le choix d'une écriture de la gestie historique en langue vulgaire était théoriquement possible. Mais ce choix n'a pas été fait, selon moi, en raison, il y a certainement beaucoup de raisons complexes, mais en raison du rapport à la source historique. Et en adoptant la logique d'un yéni, l'épopée romanesque se place sous l'aile du texte historique et emprunte son autorité pour écrire une deuxième fois l'histoire. Ce style classique simplifié est considéré... il y a un rapport d'interprétation qui ouvre la voie à une réinterprétation. Le premier préfacier de la première édition connue du texte nous dira « Le texte n'y est point trop profond, la parole point trop vulgaire, les faits sont véridiques et s'apparentent à l'histoire. Entendant qui voudrait en donner lecture, tous s'en trouveraient instruits au sens où tel est le cas pour les chansonnettes qui se colportent de par les rues. » Alors il exagère quand même de nous dire que c'est écrit dans le style des chansonnettes qui se colportent de par les rues, qui est une expression couramment employée pour désigner la langue vernaculaire. Mais ce qu'il nous dit, c'est « je fais aussi bien que l'histoire, sauf que je communique à beaucoup plus. » Je tiens le meilleur de l'histoire avec un grand H, mais j'accomplis une autre tâche de transmission. Je voudrais aller rapidement vers ma conclusion. Il y a une communauté de resémantisation entre le yéni ordinaire, normal, entre guillemets, s'il en est, et le yéni romanesque, avec comme visée un impact sur un lectorat renouvelé. Le yéni peut être qualifié de tongsu, accessible au vulgaire, même quand il n'est pas écrit en langue vulgaire. Ceci à cause de ce que j'ai appelé l'attraction diglossique, selon laquelle il y a toujours un autre plan sur lequel peut se réécrire un texte. Et je crois que ça nous importe, pour nous qui discutons ces 2 jours autour de la question du texte fondateur, autour de la question de l'influence et de la place prise par un texte dans un environnement culturel donné. Il faut se rappeler que dans la mémoire collective chinoise, le texte originel de la chronique historique n'est pas grand-chose. Personne ne le lit, ce texte-là. Tandis que le Sangoyeni est un mythe national. Tout le monde sait ce que c'est que le Sangoyeni. Allez sur l'Internet pour voir ce que c'est aujourd'hui que la présence et l'existence du Sangoyeni. C'est absolument quelque chose de colossal. La planète tout entière joue en ce moment même. Des millions de personnes sont en train de jouer à des jeux de rôle où qui se prend pour Zhang Fei, qui se prend pour Zhuge Liang, qui se prend pour... moi, je prendrais bien le méchant, Cao Cao. Il est assez... et pour tel ou tel. Donc, c'est une véritable épopée. Et je voudrais, en réponse, j'y ai pensé à cette citation ce matin en écoutant le professeur Suzuki, que nous puissions peut-être méditer 2 passages d'André Lefebvre, qui n'est pas du tout un orientaliste, mais un spécialiste d'études de la traduction. Il a un nom français, mais il est en fait anglophone. Image. Alors, il parle de la traduction et il dit que d'un texte sont tirés d'autres textes ou d'autres formes de resémantisation qui peuvent être des textes ou qui peuvent être ce que Jacobson appelait les traductions intersémiotiques, par exemple le fait qu'un texte donne une peinture, que le texte donne une danse ou je ne sais quoi, ce dont parlait le professeur, notre collègue japonais ce matin. Il appelle ceci des images, et la traduction est aussi une image. Et il considère d'ailleurs la traduction comme une forme comme une autre de réécriture. Images of a writer, a work, a period, a genre, sometimes all literature. These images existed side by side with the realities they completed with, but the images always tended to reach more people than the corresponding realities did. Yet the impact of these images has not often been studied. This is all the more strange since the power wielded by these images and therefore by their makers is enormous. Translation is the most obviously recognizable type of rewriting, et je considère que le Sangoyeni est une forme de réécriture. Il y a des éléments de traduction. It is potentially the most influential because it is able to project the image of an author or series of work in another culture. Et ceci vaut, selon moi, quand il y a un passage
d'une strate culturelle à une autre, c'est-à-dire d'une catégorie sociale à une autre. Et les Yéni, le Sango Yéni, est l'exemple sans doute le plus abouti, le plus énorme en Chine, de cette réussite totale du passage de l'écriture de l'histoire traditionnelle, de la chronique historique officielle, à quelque chose qui prend le statut de mythe national. Voilà, excusez-moi d'avoir un petit peu dépassé.